Une soirée comme les autres. L'air était immobile, et le monde semblait en paix. Jules Dubois venait de passer la journée avec sa mère. Il avait réparé son robinet qui fuyait et avait ri en évoquant des souvenirs d'enfance. En sortant de chez elle, les rues lui semblaient familières. Il connaissait chaque fissure du trottoir et chaque coin de pâté de maison. Mais ce soir, quelque chose n'allait pas. Sa poitrine s'est serrée et il avait l'étrange impression que quelqu'un l'observait. Il a haussé les épaules et a continué à marcher, les mains enfouies dans les poches de son sweat à capuche. Une voiture de police a tourné dans la rue, ses phares brillants et froids. À l'intérieur se trouvaient deux agents, Bruno, qui avait des années d'expérience, et Clément, qui était encore en formation. Ils étaient en patrouille après avoir entendu parler d'un vol à proximité. Le suspect ? Un homme noir portant un sweat à capuche sombre. Bruno a repéré Jules presque immédiatement. C'est lui, a déclaré Bruno, sa voix basse mais assurée. Clément l'a regardé, incertain. Tu es sûr ? Fais-moi confiance, a répondu Bruno, en s'arrêtant déjà avec la voiture. Jules a remarqué la voiture qui ralentissait, les gyrophares clignotant, traversant l'obscurité. Son estomac s'est noué. Il a arrêté de marcher, son souffle court. Excusez-moi, monsieur, a lancé l'officier Bruno en sortant de la voiture. Son ton était ferme, comme quelqu'un qui s'attend à être obéi. Nous devons vous parler. Jules s'est tourné lentement, les mains là où elles pouvaient être vues. Qu'est-ce qui se passe ? A-t-il demandé, gardant sa voix calme. Vous correspondez à la description de quelqu'un que nous recherchons, a déclaré Bruno. Sa main reposait sur le pistolet à sa hanche. Le cœur de Jules battait la chamade. Je viens de chez ma mère, a-t-il dit, sa voix ferme mais assurée. Je n'ai rien fait de mal. Les yeux de Bruno se sont rétrécis. Laissez-nous vérifier, a-t-il dit, en s'approchant. Jules est resté immobile, les mains légèrement levées. Clément s'est tenu à l'écart, son expression incertaine, comme s'il ne savait pas trop quoi faire. Je n'ai rien sur moi, a dit Jules. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais Bruno n'écoutait pas. Il s'est avancé, sa voix aiguë. Faites demi-tour. Les mains sur la tête. Jules a hésité. Pourquoi ? A-t-il demandé. Je n'ai rien fait. C'est là que les choses ont commencé à dégénérer. Le ton de Bruno est devenu plus dur. Arrêtez de résister, a-t-il aboyé, même si Jules ne bougeait pas. Jules s'est figé, les bras toujours en l'air. Il se sentait piégé, comme si chaque mouvement qu'il ferait empirerait les choses. Un voisin s'est tenu sur son porche, son téléphone levé, en train d'enregistrer. Les lumières de la voiture de police clignotaient en arrière-plan, peignant la scène en rouge et bleu. Le visage de Jules était tendu de peur et de colère, sa respiration rapide. Quelques minutes plus tard, Jules était assis sur le trottoir, menotté. Son esprit s'emballait, rejouant tout ce qui venait de se passer. Il pensait à sa mère, à son sourire gentil et à ses câlins chaleureux. Il pensait au projet qu'il avait fait pour son avenir. Et maintenant, le voilà, par terre, traité comme un criminel. Sa poitrine était lourde, non seulement à cause de la peur, mais aussi à cause du poids de quelque chose de plus grand, un système qui semblait être contre lui. À l'autre bout de la ville, le téléphone de sa mère a sonné. Elle a décroché, souriante, s'attendant à entendre la voix d'une amie ou peut-être même celle de Jules. Au lieu de cela, c'était une voisine. La voix de la femme tremblait lorsqu'elle expliquait ce qu'elle avait vu. C'est Jules, a-t-elle dit, ses mots trébuchant les uns sur les autres. Ils l'ont arrêté. Il y a une vidéo. Vous devez la voir. La mère de Jules a laissé tomber le téléphone, le cœur serré. Des larmes ont jailli dans ses yeux alors qu'elle essayait de comprendre comment son fils, son garçon gentil et travailleur, pouvait se retrouver dans cette situation. Elle a attrapé son manteau et ses clés, les mains tremblantes. Elle devait aller le voir. Elle devait lui faire savoir qu'il n'était pas seul. Alors que la nuit s'approfondissait, la vidéo a commencé à se répandre en ligne. Des inconnus ont regardé et partagé, le cœur brisé pour Jules. À ce moment-là, son histoire est devenue plus que la sienne. Elle est devenue une étincelle, une question, combien d'autres ? Et que faudrait-il pour changer les choses ? L'histoire s'est répandue comme une traînée de poudre. Les médias s'en sont emparés, chacun racontant l'histoire à sa manière. Certains ont qualifié Jules de victime de profilage racial, un jeune homme pris dans un système qui jugeait trop souvent les gens en fonction de leur couleur de peau.
D'autres se sont concentrés sur la police, en disant qu'ils ne faisaient que leur travail. Ce n'est pas une question de race, a déclaré un présentateur. C'est une question de sécurité. Mais la sécurité pour qui? C'est la question qui flottait dans l'air, sur les médias sociaux et dans les salons à travers la ville. L'officier Bruno est resté ferme. Dans les interviews et les réunions, il a répété les mêmes phrases. Je fais ça depuis 15 ans. On apprend à faire confiance à son instinct, a-t-il dit, sa voix stable mais défensive. Pour lui, l'arrêt n'était pas une question de race, mais de faire ce qu'il pensait juste pour protéger le quartier. Clément, cependant, n'en était pas si sûr. Il était le bleu, le nouveau venu, et la nuit continuait de se rejouer dans sa tête. Il pensait à Jules debout là, les mains levées, sa voix calme mais confuse. Clément ne pouvait se défaire du sentiment qu'il n'avait pas du tout vu Jules, juste un sweat à capuche, juste une ombre qui correspondait à la description. Ça le rongeait, cette petite voix dans son esprit, qui demandait, était-ce vraiment lui? Ou était-ce juste ce que nous nous attendions à voir? La famille de Jules l'a soutenu comme une forteresse. Sa mère, Madame Dubois, était de petite taille mais d'un esprit puissant. Elle n'était pas qu'une enseignante retraitée, elle était une conteuse. Et maintenant, elle racontait l'histoire de Jules partout où elle le pouvait. À l'église, dans les centres communautaires, au téléphone avec les journalistes. Jules est un bon garçon, disait-elle, sa voix forte mais empreinte de douleur. Il aide ses voisins. Il prend soin de sa sœur. Il ne méritait pas ça. Alicia, la jeune sœur de Jules, s'est rendue sur les médias sociaux comme une guerrière. Elle a partagé la vidéo, ajoutant des légendes qui ont touché des milliers de personnes. Ils ont vu un sweat à capuche, pas mon frère. Ils ont vu un stéréotype, pas Jules. Ces messages sont devenus viraux, et bientôt #justice pour Jules était en tendance. La communauté a ressenti le poids de l'incident. Les protestations ont commencé petits mais ont rapidement augmenté. Les gens ont défilé avec des pancartes, scandant « Pas de justice, pas de paix ». L'air vibrait de colère et de détermination. Certaines manifestations sont restées pacifiques, remplies de discours et de chansons. D'autres sont devenues chaotiques, avec des affrontements entre les manifestants et la police. Des vitrines de magasins ont été brisées, des sirènes ont retenti et la tension semblait être un orage sur le point d'éclater. Dans le même temps, des contre-manifestations ont fait leur apparition. Des groupes se sont ralliés derrière la police, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Soutenez les forces de l'ordre et soutenez nos agents ». Ils ont fait valoir que des agents comme Bruno et Clément étaient confrontés à des dangers tous les jours et devaient prendre des décisions en une fraction de seconde. Jules, pendant ce temps, essayait de se ressaisir. Il restait à la maison la plupart du temps, évitant les regards et les murmures qui semblaient le suivre. Le souvenir de cette nuit était comme un poids dont il ne pouvait se défaire. Les lumières clignotantes, les ordres vifs, les menottes froides sur ses poignets, tout cela se répétait en boucle dans son esprit. Pour faire face, il a commencé à écrire dans un journal que sa mère lui avait donné. Au début, les mots venaient lentement, mais bientôt, les pages ont commencé à se remplir. Ils ne m'ont pas vu, a-t-il écrit un soir, les mots gribouillés à l'encre épaisse. Ils ont vu ce qu'ils voulaient voir. Ils ne m'ont pas entendu, ils ont entendu ce qu'ils attendaient. L'écriture est devenue son échappatoire, un moyen de traiter la colère, la peur et la tristesse. Mais même pendant qu'il écrivait, le monde extérieur continuait de bouger. Les protestations devenaient plus fortes. Des débats faisaient rage à la télévision et en ligne. Les gens prenaient parti, se disputant sur la justice, la race et le rôle de la police. L'histoire de Jules était au centre de tout cela, qu'il le veuille ou non. Sa mère est restée forte pour lui, mais la nuit, lorsque la maison était calme, elle pleurait. Elle pleurait pour le fils qui avait été traité comme un criminel dans son propre quartier. Elle pleurait pour le monde qui semblait considérer son garçon comme une menace au lieu de l'âme gentille et douce qu'elle savait qu'il était. Et Clément? Il restait éveillé la nuit lui aussi. Le jeune officier, plein de doutes, se demandait s'il aurait pu faire quelque chose de différent. Il pensait à contacter Jules, mais que pouvait-il dire? Désolé, il semblait trop petit, trop simple pour quelque chose d'aussi grand. La ville avait l'impression de retenir son souffle, attendant ce qui allait se passer ensuite. Y aurait-il une responsabilisation? Y aurait-il de la justice? Et à quoi ressemblerait même la justice? L'entrée du journal de Jules ce soir-là le résumait le mieux. Le monde m'a vu menotter, a-t-il écrit.
Mais ce n'est pas qui je suis. Je suis plus que ce moment. Je suis plus que leur erreur. La bataille juridique de Jules a commencé, et le moins que l'on puisse dire, c'est que les dés étaient pipés. Son avocate, Marie de Léon, savait dans quoi elle s'embarquait. Elle avait déjà traité des affaires comme celle-ci, des affaires où le système semblait plus intéressé par les apparences que par la justice réelle. Lorsque Marie a rencontré Jules pour la première fois, elle a vu plus qu'un jeune homme pris dans un pétrin. Elle a vu quelqu'un qui méritait d'être entendu, quelqu'un pour qui il valait la peine de se battre. Marie s'est plongée dans l'affaire, passant des nuits blanches à éplucher les rapports, les déclarations et les dossiers de police. Ce qu'elle a trouvé ne l'a pas surprise, mais cela lui a quand même retourné l'estomac. La description du suspect du vol était risiblement vague, homme noir, sweat à capuche sombre. Cela aurait pu être Jules, bien sûr. Mais cela aurait aussi pu être des dizaines d'autres personnes dans cette même rue. Où étaient les preuves? Où étaient les preuves? Et puis il y avait l'officier Bruno. Marie a découvert un schéma troublant dans son passé. Il y avait des plaintes, beaucoup de plaintes. Des résidents l'avaient accusé de profilage racial à plusieurs reprises. Mais chaque fois, ces plaintes semblaient disparaître dans le vide. Aucune mesure n'avait été prise, aucune responsabilisation. C'était comme jeter des pierres dans un puits sans fond. Marie ne pouvait s'empêcher de se demander combien de personnes comme Jules avaient été prises dans le filet de Bruno. Les données du service de police n'amélioraient pas les choses. Elles montraient une réalité flagrante, les résidents noirs étaient arrêtés et interrogés beaucoup plus souvent que les autres. Marie savait que des chiffres comme ceux-ci n'étaient pas des coïncidences, ils racontaient une histoire. Et cette histoire n'était pas bonne. Pendant ce temps, de l'autre côté, le procureur adjoint Paul Morin se préparait à sa propre bataille. Pour Paul, il ne s'agissait pas seulement de Jules. Il s'agissait de la police, du public et de la confiance qu'ils accordaient au système judiciaire. Il avait un travail à faire, et ce travail était d'obtenir une condamnation. Mais même Paul ressentait le poids de l'affaire. Il savait qu'elle n'était pas hermétique. Néanmoins, la pression était forte. La réputation du service était en jeu, et Paul était celui qui tenait les rênes. De retour dans le monde de Jules, les choses étaient difficiles. Sa famille et sa communauté faisaient tout ce qu'elles pouvaient pour le soutenir. Ils ont organisé des collectes de fonds pour couvrir ses frais de justice, transformant les sous-sols d'églises et les centres communautaires en centres d'espoir animés. Ils ont allumé des bougies lors de veillées, leurs prières emplissant l'air de la nuit. Des gens sont venus avec des plats cuisinés, des enveloppes d'argent et des mots d'encouragement. Nous te soutenons, ont-ils dit à Jules. Mais tout le soutien du monde ne pouvait pas effacer ce que Jules ressentait à l'intérieur. Il a commencé à s'éloigner de tout le monde, même de sa mère et de sa sœur. La nuit, il restait allongé, rejouant ce moment sans cesse. Les lumières clignotantes, les menottes froides, la façon dont la voix de Bruno a traversé l'air. Tout cela ressemblait à un mauvais rêve dont il ne pouvait pas se réveiller. Il a commencé à faire des cauchemars, se réveillant en sueur froide, le cœur battant. Marie a remarqué le changement en lui. Elle a essayé de le sortir de sa coquille, en lui rappelant qu'il n'était pas seul. « Jules, ce n'est pas seulement ton combat », a-t-elle dit un après-midi, sa voix stable et gentille. « C'est le nôtre à tous. Tu as toute une communauté derrière toi. Et moi ? Je ne vais nulle part. » Pourtant, le poids de tout cela était difficile à effacer pour Jules. Chaque date d'audience planait comme un nuage orageux, et l'incertitude de ce qui l'attendait le rongeait. Marie, par contre, était plus déterminée que jamais. Elle a déposé requête après requête, grignotant l'argumentation du procureur. Et maintenant, elle préparait son plus grand coup, une requête pour faire rejeter complètement les accusations. Elle restait debout tard, rédigeant et rédigeant à nouveau, son bureau couvert de papiers et de tasses à café. Elle savait que ce ne serait pas facile. Le système n'était pas vraiment réputé pour être juste, surtout pas envers quelqu'un comme Jules. Mais Marie n'était pas du genre à reculer devant un combat. Le chapitre se termine avec Marie assise à son bureau, regardant la requête qu'elle venait de terminer. Elle a pris une profonde inspiration, puis a souri pour elle-même. Ce n'était que le début. La route à parcourir serait longue, mais elle était prête. Pour Jules. Pour sa famille. Pour tous ceux qui avaient déjà ressenti la douleur de l'injustice. Parce que parfois, le système peut être contre vous. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous battre. Le silence peut être assourdissant.
C'est ce que Jules a appris dans les semaines qui ont suivi son arrestation. Ce n'était pas seulement le silence de ceux qui passaient cette nuit-là en faisant semblant de ne pas voir. C'était le silence des gens qui auraient pu intervenir, qui auraient pu dire « ce n'est pas juste », mais qui ne l'ont pas fait. Le quartier de Jules avait connu son lot de problèmes. Les gens là-bas avaient l'habitude de baisser la tête, de ne pas s'immiscer dans les affaires qui ne les concernaient pas directement. C'était la survie, tout simplement. Ainsi, lorsque Marie de Léon, l'avocate de Jules, a commencé à frapper aux portes, elle n'a pas obtenu grand-chose de plus que des hochements de tête polis et des portes fermées. « Je suis désolé », a dit un homme âgé, en secouant la tête. « J'ai des petits-enfants à penser. Je ne peux pas me permettre de faire des vagues. » Marie a compris. La peur a une manière de réduire au silence même les voix les plus fortes. Mais ça faisait quand même mal. À l'intérieur de son petit appartement, l'officier Clément n'était pas silencieux, du moins pas avec sa femme. Tard dans la nuit, quand les enfants dormaient et que le monde était loin, il laissait la vérité s'échapper. « Je n'arrive pas à arrêter de penser à ce gamin », a-t-il dit, en regardant le plafond. Et si on avait tort? Et si on avait ruiné sa vie sans raison? Sa femme, Amandine, a posé une main sur son épaule. « Alors, tu dois faire quelque chose », a-t-elle dit doucement. Clément a soupiré. « Tu ne comprends pas comment ça marche. Parler, c'est un suicide professionnel. Personne ne brise le mur bleu. » « Mais qu'en est-il de ta conscience ?» a demandé Amandine. Sa voix était douce mais ferme, comme si elle lui tendait un miroir. Clément n'avait pas de réponse. Pendant que Clément se débattait avec ses doutes, le système continuait comme si de rien n'était. L'examen interne de l'incident était, comme Marie l'a décrit, une blague. L'enquête a à peine effleuré la surface. Personne n'a examiné le passé de l'officier Bruno ou n'a cherché à savoir pourquoi une description vague avait suffi à justifier l'arrêt de Jules. C'était comme essayer de réparer un toit qui fuit en appliquant une nouvelle couche de peinture. On avait l'impression qu'il faisait quelque chose, mais le problème était toujours là, et il continuait de s'écouler. C'est pourquoi nous avons besoin d'une surveillance indépendante, a déclaré l'activiste locale Tina Ramirez lors d'une réunion communautaire. Comment pouvons-nous faire confiance à un système pour se contrôler lui-même? C'est comme demander au renard de garder le poulailler. La salle a murmuré en signe d'accord, mais la frustration était palpable. Les gens en avaient assez des réunions, assez des discours. Ils voulaient du changement, mais le changement semblait si lointain. Au milieu de tout cela, Jules essayait de tenir bon. Son journal est devenu son sanctuaire. Tard dans la nuit, il s'asseyait près de la fenêtre, le clair de lune se répandant sur les pages pendant qu'il écrivait. Au début, ce n'étaient que ses pensées, brutes, désordonnées, pleines de colère et de douleur. Mais avec le temps, ses mots ont commencé à changer. Ils sont devenus moins axés sur ce qui lui était arrivé et plus sur ce qu'il voulait qu'il se passe ensuite. « Peut-être que ma voix peut faire la différence », a-t-il écrit un soir. « Peut-être que si je continue à écrire, quelqu'un m'entendra. Peut-être qu'ils me verront. » Sa mère a trouvé le journal un jour et a lu quelques pages. Des larmes ont coulé sur son visage lorsqu'elle s'est rendue compte de toute la douleur que son fils portait en lui. Elle l'a serré fort dans ses bras lorsqu'il est entré dans la pièce. « Je suis fière de toi », a-t-elle dit, sa voix chargée d'émotion. « Tu es plus fort que tu ne le penses. » Mais même avec le soutien de sa famille, le poids du silence était lourd. Ce n'étaient pas seulement les voisins, les policiers ou le système. C'était le silence de la société elle-même, un silence qui avait permis que des choses comme celle-ci se produisent encore et encore. Marie le ressentait aussi. Elle continuait à pousser, à travailler, mais il y avait des moments où même elle sentait les obstacles peser sur elle. Parfois, j'ai l'impression de crier dans le vide, a-t-elle avoué à son assistant juridique un après-midi. Mais nous devons continuer à crier. Parce que si nous nous arrêtons, qui se battra pour les jeunes comme Jules? Alors que le chapitre se termine, le silence n'a pas disparu, mais des fissures commencent à se former. Les doutes de Clément deviennent plus forts. La détermination de Marie brille de plus en plus fort. Et les mots de Jules, écrits tard dans la nuit dans son journal, portent l'espoir que peut-être, juste peut-être, sa voix finira par percer. La salle d'audience était pleine de tension. C'était le genre d'endroit où chaque murmure semblait fort et chaque regard lourd de sens. Pour Jules, assis à la table de la défense, il avait l'impression que toute sa vie était en procès, et pas seulement ce seul moment dans la rue. L'accusation n'a pas perdu de temps.
Ils ont décrit Jules comme quelqu'un qui ne respectait pas les règles, quelqu'un qui avait l'air d'avoir quelque chose à cacher. Il a résisté aux ordres légitimes, a déclaré le procureur, sa voix ferme alors qu'il désignait le jury. Et nous ne pouvons pas l'ignorer. Mais Marie de Léon, l'avocate de Jules, était prête. Elle s'est redressée, sa voix stable mais pleine de passion. « Mesdames et messieurs », a-t-elle dit, en s'adressant au jury comme s'il s'agissait d'amis assis autour de sa table de cuisine. Cette affaire ne concerne pas la résistance aux ordres. Il s'agit d'un jeune homme qui a été jugé non pas pour ses actes, mais pour son apparence. Marie a commencé à démonter l'argumentation de l'accusation, pièce par pièce. Elle a fait appel à des témoins qui se trouvaient dans la rue cette nuit-là. Certains ont admis qu'ils n'avaient pas vu grand-chose, d'autres ont décrit Jules comme calme et coopératif. Quelques-uns étaient hésitants, leur voix vacillait, mais leurs paroles brossaient quand même un tableau très différent de celui que l'accusation essayait de vendre. Le tournant s'est produit lorsqu'un analyste scientifique a témoigné. Le procureur avait espéré l'utiliser pour étayer son argumentation, mais les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Lors du contre-interrogatoire de Marie, l'analyste a admis que les empreintes digitales trouvées sur les lieux du vol ne correspondaient pas à celles de Jules. Pas même de loin. La salle d'audience semblait retenir son souffle. Marie s'est appuyée sur le moment. Alors, a-t-elle dit, sa voix calme mais aiguë, non seulement nous n'avons aucune preuve physique reliant Jules à ce crime, mais nous avons aussi la preuve qu'il n'était pas là du tout. Cette déclaration est restée en suspens, lourde et indéniable. À l'extérieur de la salle d'audience, les médias avaient transformé le procès en un spectacle. Les appareils photo crépitaient, les journalistes criaient des questions et les gros titres tournaient en boucle. Certains médias ont commencé à changer de ton, se demandant si Jules n'avait pas été injustement pris pour cible. D'autres ont persisté, se concentrant sur son sweat à capuche, sa démarche, tout ce qu'il pouvait faire pour qu'il ressemble au profil d'un criminel. Jules essayait de tout ignorer, mais c'était difficile. Il voyait son visage à la télévision, entendait son nom à la radio. Certaines personnes se sont ralliées derrière lui, réclamant la justice et exigeant le changement. D'autres envoyaient du courrier haineux à sa famille, l'accusant de se faire passer pour une victime. C'était épuisant, et cela le minait petit à petit. Marie lui a rappelé de rester fort. « Ils vont essayer de te définir », a-t-elle dit un jour alors qu'il se préparait pour le tribunal. « Mais tu sais qui tu es. Ne les laisse pas te l'enlever. » Alors que le procès s'éternisait, l'affaire de Jules est devenue un point de départ pour des conversations plus importantes. Les gens parlaient de profilage racial, de la façon dont la police interagissait avec les communautés noires, et de la nécessité d'une réforme. Des protestations ont éclaté dans tout le pays, les gens brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Justice pour Jules et halte au profilage racial ». Mais pour Jules, il ne s'agissait pas de mouvement ou de hashtag. C'était personnel. Il ne voulait pas seulement que les accusations soient abandonnées. Il voulait une reconnaissance, quelque chose qui montre que ce qui lui était arrivé était mal. Qu'il n'était pas qu'un visage dans la foule ou une statistique. Il était une personne, et il méritait mieux. Un soir, après une longue journée au tribunal, Jules était assis avec sa mère et sa sœur à la table de la cuisine. Ils ont parlé du procès, des hauts et des bas. Sa mère lui a tenu la main et l'a regardé dans les yeux. « Quoi qu'il arrive, Jules, tu leur as déjà montré qui tu es. Tu as une force qu'ils ne peuvent pas t'enlever. » Ces paroles l'ont marqué. Elles étaient comme une petite lumière dans l'obscurité, un rappel que même dans les moments les plus difficiles, il n'était pas seul. Le chapitre se termine avec Jules entrant dans la salle d'audience le lendemain matin. Le soleil brillait et l'air était frais. Il a redressé les épaules et a pris une profonde inspiration. Le combat n'était pas terminé, mais il ne reculait pas. Pas maintenant. Jamais. Le soutien vient parfois des endroits où on l'attend le moins. Pour Jules, ces alliés inattendus ont fait toute la différence. Le premier est venu de l'officier Clément, le policier bleu qui était là la nuit où Jules a été arrêté. Clément se débattait avec sa conscience depuis des semaines, et le poids de ce qui s'était passé était devenu trop lourd à porter. Un matin, Clément est entré dans le bureau de Marie, les mains tremblantes. « Je dois prendre la parole », a-t-il dit, sa voix basse mais ferme. Ce qui s'est passé cette nuit-là, ce n'était pas juste. Marie n'a pas perdu une seconde. Elle l'a préparé pour la barre, sachant que son témoignage pourrait renverser la situation. Lorsque Clément a pris sa place dans la salle d'audience, on sentait la tension dans l'air. La salle était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une mouche voler.
Clément a commencé par décrire les événements de cette nuit-là. Au début, il avait l'air de s'en tenir au scénario, récitant l'histoire officielle. Mais ensuite, sa voix s'est adoucie, et ses paroles sont devenues brutes et honnêtes. J'ai beaucoup réfléchi à cette nuit-là, a dit Clément, ses mains serrant les bords de la barre des témoins. Et je dois le dire, l'arrêt ne concernait pas ce que Jules avait fait. Il s'agissait de ce que nous avions présumé. Nous avons vu un jeune homme noir en sweat à capuche, et nous avons laissé nos préjugés prendre la décision pour nous. La salle d'audience a éclaté en murmures. Les yeux de Marie ont croisé ceux de Jules, et pour la première fois depuis des semaines, elle a vu une lueur d'espoir dans son expression. Mais Clément n'était pas le seul à faire un pas en avant. Marie travaillait en secret avec la détective Lisa Moreau, une policière qui avait passé des années à enquêter sur les fautes professionnelles au sein du service. Lisa était le genre de personne qui ne reculait pas devant un combat, même si cela la rendait impopulaire. Le témoignage de Lisa a changé la donne. Elle a produit des dossiers et des données qui montraient un schéma clair de préjugés raciaux dans les arrêts et les fouilles du service. Elle n'a rien édulcoré. Il ne s'agit pas de quelques pommes pourries, a-t-elle dit, sa voix stable. Il s'agit d'un système qui est brisé depuis longtemps. Ses paroles ont frappé comme un coup de marteau. L'accusation a essayé de la discréditer, mais les preuves de Lisa étaient solides comme le roc. Ce n'était pas seulement son opinion, elle était étayée par des chiffres et des faits qui ne pouvaient être ignorés. Bien sûr, prendre la parole avait des conséquences. Clément s'est retrouvé exclu par ses collègues. Les plaisanteries autrefois amicales au poste de police se sont transformées en un silence glacial. Certains agents ne le regardaient même plus dans les yeux. Lisa a fait face à des réactions négatives similaires. Ses supérieurs ont remis en question sa loyauté, laissant entendre que sa carrière pourrait souffrir de son franc-parler. Mais aucun d'eux n'a reculé. Ils savaient que les enjeux étaient trop élevés. Pendant ce temps, l'affaire de Jules continuait de capter l'attention nationale. Les médias ont repris les témoignages de Clément et de Lisa, suscitant des débats sur les préjugés implicites et la responsabilité de la police. Des gens de tout le pays ont commencé à se rallier autour de Jules, en utilisant son histoire comme un appel à l'action. Les manifestations sont devenues plus importantes, des pancartes demandant la justice ont envahi les rues, et des hashtags comme #Justice pour Jules sont devenus tendance en ligne. Mais pour Jules, il ne s'agissait pas de devenir célèbre ou un symbole. C'était personnel. Il ne se battait pas seulement pour sa liberté, il se battait pour sa dignité, pour que la vérité éclate. Un soir, après l'ajournement du tribunal, Jules était assis avec Marie dans son bureau. Les deux ont partagé un moment de calme, le poids de la journée s'installant. « Pensez-vous qu'ils vont croire Clément et Lisa ?» a demandé Jules, sa voix hésitante. Marie s'est appuyée en arrière sur sa chaise, un petit sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « La vérité finit toujours par percer, a-t-elle dit. Cela peut prendre du temps, et ce n'est peut-être pas facile, mais les gens commencent à voir les fissures dans le système. C'est grâce à toi, Jules. Parce que tu n'as pas abandonné. » Jules a hoché la tête, ses yeux remplis d'un mélange d'épuisement et de détermination. Le lendemain, lorsque Clément et Lisa sont entrés dans la salle d'audience, Jules a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Ils avaient pris de grands risques pour le soutenir, pour dire la vérité. Et cette vérité était enfin entendue. Le chapitre se termine avec Marie qui se lève pour présenter un nouvel argument, sa voix stable et forte. La bataille était loin d'être terminée, mais avec des alliés comme Clément et Lisa, ils avaient l'impression d'avoir enfin une chance. Le procès touchait à sa fin, mais l'histoire de Jules était loin d'être terminée. Ce qui avait commencé comme le combat d'un seul homme pour la justice s'était transformé en quelque chose de beaucoup plus grand. Il ne s'agissait plus seulement de ce qui était arrivé à Jules, il s'agissait de ce qui devait changer pour que cela n'arrive à personne d'autre. Les leaders communautaires et les activistes ont saisi l'occasion. Ils se sont rassemblés dans les parcs, les centres communautaires et les hôtels de ville, appelant à des changements qui se faisaient attendre depuis longtemps. Il ne s'agit pas seulement d'une seule affaire, a déclaré Tina Ramirez, une activiste bien connue. Il s'agit d'un système qui est brisé. Et il est temps que nous le réparions. Les demandes étaient claires et directes, formation obligatoire sur les préjugés pour les agents, conseils indépendants pour superviser la conduite de la police et meilleurs programmes d'engagement communautaire. Les gens ne criaient pas seulement dans le vide, ils s'organisaient, élaboraient des stratégies et rendaient leur voix impossible à ignorer. Jules, qui avait autrefois fui les projecteurs, s'y est retrouvé. Au début,
L'idée de prendre la parole devant une foule le faisait transpirer à grosses gouttes. Mais plus il le faisait, plus il réalisait le pouvoir de sa voix. Ses paroles avaient du poids parce qu'elles venaient d'un endroit de vérité brute. Lors d'un rassemblement, Jules s'est tenu devant une foule de gens tenant des pancartes et scandant son nom. Il a pris une profonde inspiration et a parlé avec son cœur. « Je ne suis pas là parce que je veux attirer l'attention », a-t-il dit. « Je suis là parce que cela n'aurait pas dû m'arriver. Et cela ne devrait arriver à personne d'autre. Nous méritons mieux. Nos enfants méritent mieux. » La foule a éclaté en acclamations, mais les paroles de Jules n'ont pas seulement dynamisé le mouvement, elles ont également suscité des conversations autour des tables à dîner et dans les salles de classe. Les gens parlaient enfin de choses qu'ils avaient ignorées pendant trop longtemps. Clément, le policier bleu qui avait témoigné en faveur de Jules, s'est retrouvé dans un voyage qui lui était propre. Prendre la parole lui avait coûté cher. Il avait perdu la camaraderie qu'il avait autrefois avec ses collègues, et certains jours, le poids de leur silence était écrasant. Mais Clément ne regrettait pas son choix. Au lieu de cela, il a commencé à utiliser sa voix pour pousser au changement de l'intérieur. « Nous ne pouvons pas réparer cela si nous ne l'affrontons pas », a déclaré Clément lors d'une table ronde sur la réforme de